Salut tout le monde. Je commence une petite vidéo sur Terra Mystica. Je vais commenter une partie qui a été jouée par des très bons joueurs. C'est donc la finale de la 2K Cup qui a eu lieu le week-end dernier. La 2K Cup, c'est une coupe, un tournoi qui est organisé 2-3 fois par an. Et tout le monde ne peut pas participer à ce tournoi, c'est vraiment réservé aux top players de BGA, Board Game Arena. Là, la condition d'entrée de ce tournoi, c'était d'avoir été dans le top 3 du classement BGA de Terra Mystica au moins une fois. Donc voilà, il y avait une vingtaine de joueurs, je crois, qui ont été inscrits. Et là, je vais regarder la finale. Donc évidemment, c'est des top players, je suis pas à leur niveau, mais l'idée, ça va être un petit peu d'analyser ce qu'ils font, de voir ce que moi j'aurais fait, et puis d'essayer de réfléchir un petit peu, d'analyser et de progresser ensemble. Faut savoir que c'est un jeu, moi j'aime beaucoup regarder des parties comme ça de top players. C'est toujours très intéressant, il y a des stratégies assez innovantes, enfin ils arrivent à être créatifs tout en ayant des jeux hyper solides. Donc voilà, je vais regarder tout ça et c'est parti. Donc au niveau du setup, déjà c'est la carte du jeu de base, il n'y a pas les fan-factions, il n'y a pas les factions feu et glace, juste les factions de base, et c'est aux enchères. Donc j'ai directement avancé justement au début des enchères. Il y a les 4 factions qui ont été choisies, Sirène, Ombrelin, Magicien du Chaos et Nomade. Et on va commencer par analyser un peu le setup. Je précise que je ferai plusieurs parties pour pas que la vidéo soit trop longue. Et donc 2 ou 3 parties. Là sur cette première partie, je pense que ça va être, on va analyser le setup et peut-être la première manche, et puis j'arrêterai, je pense. Donc au niveau du setup. Première chose que j'aime toujours regarder, ça va être la roue de terraformation, voir s'il y a des factions plus ou moins avantagées. Donc on a des sirènes, des ombrelins, des nomades, des magiciens du chaos. Donc sirènes et magiciens du chaos sont un petit peu avantagés dans le sens où ils ont chacun un voisin de couleur qui n'est pas présent sur la roue, les gris et les verts, donc ils ont un petit avantage de ce côté-là. Alors que les nomades et les ombrelins, eux, sont un peu plus en compétition pour les terrains marrons, et évidemment avec les terrains rouges et bleus des sirènes et des magiciens du chaos. À noter que les magiciens du chaos, c'est vraiment une faction qui va vouloir, qui peut se faire bloquer, comme ils démarrent avec une seule habitation. Donc la présence des nomades, forcément, ça va les gêner. Alors que les nomades, même s'ils sont un peu plus en sandwich, vu qu'ils démarrent avec 3 habitations, c'est moins un souci pour eux. Dans la compétition entre rouge et jaune, c'est clairement les nomades qui ont un avantage. Quant aux sirènes et aux ombrelins, ils vont un petit peu s'embêter, c'est certain. Après, ça va vraiment dépendre du placement des habitations de départ et de comment ils vont lancer la partie. Parce que les ombrelins, ils ont tout un continent à l'est qui est quand même vraiment avantageux pour eux. Et les sirènes vont quasiment jamais aller par ici. Donc si jamais les ombrelins se concentrent sur cette partie de la carte et les sirènes sur l'autre partie, ils vont pas forcément se gêner. Après, à Terra Mystica, ce qui est toujours très important, c'est d'avoir des voisins. Et si les ombrelins estiment qu'il n'y aura pas de voisins sur ce continent, peut-être qu'ils vont se retrouver plutôt sur la partie ouest, et dans ce cas, il va y avoir de la compétition sur les hexagones. Donc ça, c'est à voir, c'est à anticiper au moment des enchères, c'est de voir où c'est qu'on va se placer selon la faction qu'on choisit. Donc, au niveau des tuiles de manche, enfin des tuiles bonus, on n'a pas les 4 pièces et la montée sur un culte, on n'a pas la navigation innée, et j'en oublie une, et on n'a pas le scoring sur les comptoirs. Très bien, donc ouais. Globalement, on peut voir avec ce qui est dans les tuiles bonus, tout le monde devrait avoir une tuile en début de partie plutôt intéressante.
Les nomades qui vont jouer dernier vont souvent, donc comme ils vont choisir en premier, vont souvent partir sur la pelle. Prendre la tuile gros bâtiment pour eux, ça peut être bien parce qu'ils peuvent faire une ouverture forteresse. Mais vu que les gros bâtiments, je vais y venir juste après, scorent plutôt dans les tours 2 et 3, ça m'étonnerait qu'ils fassent une ouverture forteresse, c'est quasi sûr que non. Donc je les vois bien partir sur la pelle, ce qui laisserait peut-être la tuile gros bâtiment au magicien du chaos ou le prêtre. Les sirènes vont vraisemblablement se retrouver avec cette tuile. Ce qui est pas mal pour eux parce que ça leur ouvre assez rapidement la double pelle. Du coup, on va parler un peu justement des tuiles de manche. Le premier tour, c'est scoring sur les habitations. Ça peut favoriser les sirènes, qui peuvent faire une ouverture à base de pas mal d'habitations. C'est une des ouvertures possibles avec les sirènes. Alors c'est plus facile quand il y a la navigation innée, parce que du coup elles ont 2 en navigation tout de suite, et elles peuvent très vite, via la navigation, récupérer beaucoup d'hexagones. Mais elles devraient pouvoir quand même un petit peu profiter de cette tuile. Les gros bâtiments, bon bah ça c'est pas mal pour un peu tout le monde. Hein. Un classique, c'est temple premier tour, sanctuaire deuxième tour pour marquer 5 points, récupérer 2 tuiles faveur. C'est quelque chose qui peut fonctionner assez bien. Ou alors partir sur la forteresse, sachant qu'il n'y a que les nomades qui ont une forteresse qui est utile en début de partie et qui est très forte. La forteresse des magiciens du chaos, c'est une des plus nulles du jeu. Elle est quasiment jamais construite. Les ombrelins, elle est vraiment situationnelle aussi, donc elle sera jamais construite en début de partie, ça va leur coûter trop cher. Et les sirènes, elles peuvent être construites aussi, mais je pense que début de partie, faire une forteresse pour les sirènes, ce serait quand même vraiment plomber leur économie pour pas grand chose. Donc je vois plutôt à part les nomades, les factions partir sur un sanctuaire assez rapidement, tour 2 ou 3. On va voir ça. Ensuite, il y a un scoring sur les pelles, tour 4. Ça, clairement, ça avantage les ombrelins. Comme ils font des pelles avec les prêtres, ils peuvent emmagasiner beaucoup de prêtres pour ce tour et scorer assez fort. Sachant que les ombrelins, c'est une des factions dans le jeu de base, une des factions les plus fortes de base. Si en plus le setup est plutôt favorable, et avec cette tuile de manche tour 4, ça me semble être le cas, je pense que les ombrelins sont clairement la faction auquel les enchères vont se disputer le plus, quoi. Ensuite, on a ville sur le tour 5. Et puis enfin, les comptoirs sur le tour 6. Intéressant. Donc ville tour 5, ça incite à retarder ces villes le plus possible pour les faire à ce tour-là. Après à voir, parce qu'il y a des factions, les magiciens du chaos, ils vont quand même avoir envie d'en faire une assez rapidement de ville souvent. Pour moi, c'est pas hyper favorable aux magiciens du chaos. Les nomades, par contre, c'est pas mal, parce qu'ils peuvent faire 2 voire 3 villes à ce moment-là. 3, c'est peut-être compliqué, mais 2 villes à ce moment-là, c'est possible. Globalement, pour moi, les ombrelins sont avantagés ici. Les magiciens du chaos, à l'inverse, c'est la faction qui aura 40 points de victoire. C'est compliqué. C'est compliqué de les jouer. C'est d'autant plus compliqué qu'avec les magiciens du chaos, ça va être dur d'anticiper un petit peu ce que les autres vont faire au niveau du placement de départ. Typiquement, si les nomades se mettent en E8, les nomades vont souvent partir en F3 et D3. Sur la carte de base, c'est quand même un standard assez 90% d'écart, on va dire. Et le troisième hexagone, par contre, celui-là, il peut pas mal changer. Ça va un petit peu dépendre de ça, mais les magiciens du chaos qui vont sûrement partir en D4, si les nomades se mettent en E8, ça peut pas mal les embêter. Parce que c'est vraiment D4, E7, E8, puis ensuite avec la navigation partir sur l'Est avec D6, D7. C'est vraiment quelque chose qui est très très bien pour les magiciens du chaos. Et si on leur bloque cet accès, ça peut être compliqué. Mais je sais pas, à voir. Bon, écoutez, on va voir ce qu'ils ont fait. Je pense en tout cas que c'est les ombrelins qui vont... Voilà, j'avance un peu vite. Donc là, ça se bagarre sur les ombrelins. Pour l'instant, personne ne switch. Alors le premier à switcher, c'est JDI sur les sirènes. Ok. À noter qu'il y a la piste, j'ai pas parlé des cultes. La piste de l'eau, tour 1, pour les sirènes.
c'est pas mal, sachant que vu qu'ils partent déjà avec 2 sur la piste de l'eau, s'ils font un temple qui récupère la tuile faveur sur l'eau de 2 là, ça leur fait arriver à 4, ça leur fait récupérer pas mal de prêtres. Alors après attention, récupérer beaucoup de prêtres au début de la partie, ça peut être préjudiciable aussi, parce qu'après on n'en a plus. Après, je pense que les sirènes, elles aiment bien avoir des prêtres pour monter leur navigation et essayer aussi d'optimiser cette tuile. Elles peuvent faire sur les derniers tours jusqu'à 15 points si elles montent leur navigation au maximum. Après, moi, honnêtement, là, je sais pas si j'aurais basculé sur les sirènes tout de suite. Je sais pas. De toute façon, pour moi, entre nomade et sirène, ça se vaut. Et c'est magicien du chaos que je mettrai en dernier. Allez, ça continue à se bagarrer sur les ombrelins, un petit peu sur les sirènes. Et on a un premier switch vers les nomades de Claybo. Ok. Allez, j'avance. Qui c'est qui va se décider à prendre les magiciens du chaos? Et ça y est. Donc magicien du chaos, ce sera Claybo. Donc voilà, on voit que les ombrelins, c'est quand même beaucoup disputé. Et ensuite, sirène, nomade, pas un écart énorme, et les magiciens du chaos à 40. Donc au niveau des enchères, c'est à peu près ce que j'aurais dit. Enfin, rien de très surprenant sur les enchères. Après, on va voir au niveau de la partie. Donc là, premier tour, placement des habitations, ça va être intéressant de voir. Les sirènes qui partent en E4. Alors, les ombrelins qui se mettent tout de suite en C1. Donc ça, déjà, c'est un petit peu atypique. C'est pas forcément... Ça indique pour moi assez nettement que les ombrelins vont pas être intéressés par ce continent. Même si c'est un continent très profitable pour eux, avec beaucoup de pelles pas chères, beaucoup d'hexagones pas chers. Le risque de ne pas avoir de voisins est trop grand. Et donc il se met en C1. Il sait qu'il y aura sûrement des nomades en D3. Donc ça lui fait un voisin, ça lui ouvre le nord B2, B3. Et si les sirènes se mettent pas en D2, ce qui a priori, je sais pas pourquoi elles se mettraient là, eh ben, il a une ville avec D2, E2, E1, qui pourrait être pas mal. Évidemment, il va y avoir de la concurrence, il va falloir essayer, il y aura de la compétition pour récupérer E2. Si les nomades se mettent en D3, il va y avoir vraiment une compétition, une course pour récupérer cet hexagone. Donc voilà, les nomades qui se placent. Donc ça, c'est un peu la combinaison que je disais. Et les ombrelins qui se mettent en E5. Vous voyez, hein, c'est très important d'avoir des voisins. Là, les joueurs priorisent vraiment le fait d'avoir des voisins, quitte à que ce soit un peu plus difficile et compétitif sur les hexagones autour. Mieux avoir des voisins et galérer un peu, et avoir des hexagones menacés que pas de voisins du tout et être isolé, quoi. En tout cas, c'est ce que les joueurs font. Les sirènes, donc là pour moi, vont aller en D5. C'est pas mal, D5, c'est une position, une très bonne position pour les sirènes, avec potentiellement un voisin en D4, parce que les magiciens du chaos vont souvent s'y mettre. Peut-être les nomades en E8, ça c'est pas sûr du tout, mais... Voilà, donc là c'est les nomades qui placent leur troisième habitation, et en dernier, les magiciens du chaos. Donc les magiciens du chaos, ils ont au moins cet avantage de pouvoir attendre que tout le monde ait placé son habitation pour se positionner. Et voilà, donc là il y a quand même un dilemme pour eux. D4, c'est le choix standard. Il y a des voisins, il y a des hexagones facilement transformables autour. Mais le problème, c'est qu'il est un peu en sandwich avec les nomades, qu'il le bloque un peu. L'autre solution, ce serait E3 ou G2, mais G2, je pense qu'on peut l'oublier. Quoique non, c'est un peu pareil. E3, G2, c'est des positions moins confortables que D4, mais où on est un peu moins bloqué. Après E3, on reste quand même assez menacé par beaucoup de monde, donc pour moi je resterai sur D4.
Voilà. Donc là maintenant choix des tuiles bonus. Donc là les nomades prennent l'appel. Classique. Alors là intéressant. Donc les magiciens du chaos prennent le prêtre. Encore une fois, je pense que les magiciens du chaos aiment faire une ouverture sanctuaire. Et pour ça, ils ont besoin de la tuile à gros bâtiment et aux 2 ouvriers. Mais le setup fait qu'ils vont plutôt préférer faire leur sanctuaire tour 2. Et du coup, récupérer le prêtre, qui leur permettra de récupérer des bons bonus de culte. Ce qui du coup laisse cette tuile aux ombrelins, et c'est super pour les ombrelins cette tuile, parce que les 2 ouvriers c'est très utile. Ils n'ont pas un gros revenu d'ouvriers au début du tour 1 les ombrelins, donc ils ont un petit malus de ce côté-là, parce qu'ils démarrent avec un seul ouvrier, là où les autres factions ont de base un peu plus. Voilà, et les sirènes qui vont prendre le pouvoir. Ok, donc je vais regarder un petit peu ce premier tour, et puis après j'arrêterai cette première partie. Alors c'est quand même très intéressant de voir à quel point toutes les factions sont regroupées au même endroit. Là c'est vraiment... tout le monde va se marcher dessus. Donc ils vont tous gagner beaucoup de pouvoir. Ça va être confortable pour ça. Par contre là, à l'issue des premiers tours, il peut y avoir des joueurs déjà loin derrière ou loin devant, selon comment vont se dérouler ces premiers tours. C'est vraiment très concentré. Ça va être intéressant de voir, franchement. Ouais, dur à dire, hein, mais on voit que E6, par exemple, c'est un hexagone qui est quand même très important, à la fois pour les ombrelins, à la fois pour les nomades. Autant dire que je pense que les ombrelins, leur première action, ça va peut-être être de sécuriser cet hexagone. Les sirènes. Donc les sirènes, elles vont vraiment être intéressées par prendre cette double pelle. Elles ont déjà 12 pouvoirs, donc elles peuvent les prendre tout de suite. Après, c'est pas trop pressé, personne ne peut leur voler. Donc je pense qu'elles vont améliorer d'abord, faire probablement un temple avant de prendre la double pelle. Bon, on va voir. Ce qui est quand même important, c'est les magiciens du chaos. Il faut espérer que pour eux, ils vont gagner un pouvoir. Donc ça veut dire qu'ils jouent en 3ème position. Donc il faudrait que les sirènes améliorent en D5, ce qui leur permettrait de prendre la pelle. Ils ont vraiment besoin de cette pelle. Si quelqu'un leur vole cette pelle, ils vont rien pouvoir faire d'autre qu'un temple, ce qui serait vraiment une ouverture très faible. Ils ont besoin de pouvoir utiliser une pelle et de commencer à se développer un peu. Bon, c'est ce qui se passe. Les ombrelins qui sécurisent E6. Ça me semble logique, sinon les nomades, en plus ils avaient la pelle, ils allaient à 100% du temps leur voler E6. Donc là, les magiciens du chaos peuvent prendre la pelle. Pour moi, il n'y a pas à tergiverser, il faut la prendre tout de suite. Voilà, bon ça c'est... On est dans des choses assez standards. Mais il faut pas se louper. C'est un jeu de façon qui est exigeant. Et certaines erreurs de début de partie peuvent coûter très cher. Les nomades qui utilisent leur pelle tout de suite. Bon, c'était pas trop pressé, mais... Ça, c'était pas trop pressé. Ouais, non, pour moi aussi. La double pelle qui part pour les sirènes. Pareil, c'était pas trop pressé, mais... Essayer de le faire tout de suite. Voilà, donc là, je pense que au niveau des ouvertures, comme j'ai déjà dit, les gros bâtiments étant tour 2 et 3, on va plutôt voir des temples. Des ouvertures temples. La question, c'est qu'est-ce qu'ils vont prendre comme tuile faveur. Il y a un hexagone qui est assez intéressant ici, c'est F4. Ça coûte 2 pelles aux magiciens du chaos, ça coûte 2 pelles aux ombrelins. Mais les deux factions vont être intéressées pour récupérer cet hexagone. Les magiciens du chaos, s'ils prennent F4, ça leur ouvre G2, et ils ont une ville toute tracée ici. Mais les ombrelins sont également intéressés par F4 s'ils veulent un petit peu pouvoir se développer plus à l'est.
On va voir. Donc là, il y a un temple qui part. Le standard pour les ombrelins au niveau du choix de la tuile faveur, assez souvent ça va être les pièces, les 3 pièces. Ils vont avoir besoin de ces pièces pour faire leur sanctuaire qui coûte très cher. Tour 2. 10 pièces leur sanctuaire, oui, il coûte vraiment très très cher. L'autre choix, ça peut être de prendre l'ouvrier et les deux monter sur la piste de terre. Et comme ils ont récupéré une bonne tuile en ouvrier ce tour-ci, enfin, c'est vraiment l'argent qui va leur faire défaut, je pense. Donc voilà, c'est ce qui se passe. Les ombrelins prennent la thune. Ensuite, magicien du chaos. Donc là, ils peuvent prendre 2 tuiles. Donc là, moi je dirais thune et ouvrier. Oups. Qu'est-ce qu'ils choisissent? Ouais. Donc thune et ouvrier. Très bien. Alors il y a toujours la tentation de prendre des tuiles à point de victoire hein, pour les sécuriser, parce que c'est des tuiles concurrentielles, surtout celle-ci. Mais bon, magicien du chaos, ils ont besoin de prendre du revenu. Il y a peu de chances que les gens prennent cette tuile, d'autant plus que si on part sur un sanctuaire, tour 2, bah, c'est plutôt à ce moment-là qu'on va prendre la tuile à point de victoire. Donc la concurrence paraît pas immédiate. Mais voilà, on peut décider de le prendre tout de suite pour être certain de l'obtenir et de ne pas être celui qui ne l'aura pas. En plus, il n'y a pas de scoring sur les habitations, sur les tuiles de manche, donc notre seule manière de faire des points avec les habitations, ça sera avec cette tuile. Donc bon. Allez, un temple pour les nomades. Alors qu'est-ce qu'ils vont prendre les nomades Moi, à leur place, qu'est-ce que je prendrais? Je pense que le standard là, c'est les ouvriers. Les ouvriers ou la thune? Peut-être la thune en vrai. La thune c'est pas mal parce qu'en plus comme ils sont déjà de 1 sur la piste du feu, ça leur permet de passer à 2, ils gagneront un ouvrier au prochain tour. Peut-être plus la thune finalement, mais bon on va voir. C'est ce qui fait la thune. Bon, ils me font pas trop mentir pour l'instant. Ça va sûrement pas durer, je vous préviens. Alors JDI qui prend la thune, l'action de pouvoir de thune. Ok. Ça c'est une action qui va être très très prise et très compétitive dans les prochaines manches. Tour 1, c'est rarement celle-ci qui est prise en premier. Après c'est jamais mauvais de prendre les pièces de toute façon, tant qu'elles sont disponibles. Je pense qu'il se dit qu'en plus il va sûrement passer après d'autres factions qui elles-mêmes vont pouvoir prendre la thune au prochain tour, et du coup s'il veut la thune, autant la prendre tout de suite, sinon après il ne pourra pas la prendre plus tard. L'autre choix, ça aurait été de prendre un prêtre, mais bon, vu qu'il va déjà gagner, a priori, je pense, a priori, gagner encore pas mal de prêtres, enfin, il n'y a pas de raison trop de prendre le prêtre, mais le prêtre, c'est presque étonnant qu'il n'ait pas encore été pris. Les ombrelins, notamment, ont une grosse appétence pour les prêtres. Est-ce qu'ils vont pas le prendre? Moi, à leur place, je prendrais le prêtre. Là. Ça leur permettrait de terraformer D2, par exemple. En plus, ils ont de quoi construire encore. À moins qu'ils décident de passer rapidement pour prendre les 6 thunes. Et c'est ce qui se passe. Ils passent, donc j'imagine que c'est pour récupérer les thunes. Voilà. Ils ont besoin de... Vu que leur sanctuaire va coûter 10 pièces... Ensuite, Claybo n'a plus grand chose à faire. Ah, il a encore son prêtre. Après, est-ce que... Ouais, il peut l'utiliser pour récupérer tout de suite l'emplacement à 3 en feu. Ça lui fait gagner du pouvoir et ça lui permet au prochain tour de maximiser les bonus. Après, il peut décider de passer sur la tuile gros bâtiment, là. Parce qu'elle est super, donc est-ce qu'il ne veut pas plutôt sécuriser cette tuile et passer tout de suite? Ouais, c'est ce qu'il fait. Je pense que la tuile, elle est trop attrayante pour la laisser passer. 2 ouvriers plus 4 points, parce qu'il va sûrement faire son sanctuaire. Très bien. Les nomades qui passent à leur tour. Qu'est-ce qu'il leur reste? Le prêtre. Le prêtre? Non.
la thune, les habitations et la petite thune. Ok. C'est sûr que ça leur fera 3 ou 4 points. Ce qui n'est pas négligeable. Plus des pièces. Ok. Allez, les sirènes qui terminent leur tour. Qui n'ont toujours pas fait de temple. Voilà, donc là c'est intéressant. Qu'est-ce que les sirènes prennent? Et c'est la montée sur la piste de l'eau. Pour récupérer le prêtre ici. Donc ça leur fait un revenu de 2 prêtres. Ça leur permet aussi, j'ai pas trop parlé des cultes, mais les magiciens du chaos ont quand même cet avantage d'être la seule faction vraiment orientée culte. Donc c'est toujours bien quand on n'a pas trop de concurrence. Après les sirènes, là clairement en prenant cette tuile, vont pas se laisser faire sur les cultes non plus. Les ombrelins qui utilisent des prêtres pour terraformer, c'est souvent eux... c'est pas trop leur truc, les cultes. Allez, il avance avec sa petite tuile et les sirènes qui passent sur la tuile, sur la pelle. Forcément, la pelle était disponible. Très bien. Et c'est très intéressant parce que là, vous voyez, on a vraiment... chaque faction a fait son premier tour de manière, on va dire, globalement assez standard. Maintenant, là, il va y avoir des vrais dilemmes entre sécuriser, faire le sanctuaire, sécuriser tout de suite la tuile à point de victoire. À l'inverse, plutôt sécuriser des hexagones qu'on pense importants. Je pense que les nomades typiques, ils aimeraient bien que les ombrelins prennent F4. Comme ça, ils sont tranquilles sur G2. Alors que si les magiciens du chaos récupèrent F4, est-ce qu'ils vont pas vouloir tout de suite prendre G2 et couper un peu le... On va voir comment ça va se goupiller. Mais là, il y a beaucoup de monde au même endroit. Ça va être intéressant. Allez, j'arrête la vidéo là et je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie.